Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Catchacast. Ça faisait longtemps, si vous entendez des sons environnants, un petit peu de nature, un petit peu de choses de ce genre, des M&M's en ASMR, c'est que on a reprofité du début de l'été pour se mettre à l'extérieur, précisément vous saurez tout sur les quais de Seine parisiens. Et c'est marrant parce que d'ailleurs vu l'émission qu'on va vous proposer, ça va être plutôt en contraste vu le personnage dont on va vous parler. Félix, comment vas-tu? Sans transition comme ça. Je suis éreinté, mais ça va. T'es éreinté, donc R et un T. Ouais. D'accord, je saisis ton état. Mickaël. Oui, ça bonjour, va? Salut, bonjour. C'est l'homme qui est derrière la SMR des M&M's qu'on sera peut-être susceptible de faire aussi. Non, on va respecter vos oreilles et moi-même, donc Mehdi, vous avez l'habitude du Catchacast et on s'est dit, vu que ça coïncidait pas mal avec l'actu, ça aurait été difficile de faire l'impasse, surtout qu'il y a eu une annonce qui allait avec, qu'on allait vous parler d'un certain catcheur, le seul, l'unique, je pourrais vous faire de bruitage à la bouche des sons de cloche ou d'essayer de vous limiter dans les graves, mais on s'est dit que ça allait être naze. On va vous parler évidemment de l'Undertaker. C'était pour vous laisser le temps de deviner de l'homme, la légende, l'œuvre qui a annoncé, donc si vous débarquez ou si simplement vous êtes passé dans les mailles de la promo pour laquelle Félix met beaucoup d'énergie et de talent sur les réseaux sociaux, où vous pouvez nous retrouver, hein. Je vous rappelle, on a une chaîne YouTube, on a du Twitter, de l'Instagram, du Facebook, donc viendez, abonnez-vous, tout ça. Et justement, on s'est dit qu'on allait vous en parler, parce que c'est pas rien, il y a eu une annonce justement sur Twitter qui disait, voilà, c'est fini, comme disait Jean-Louis Aubert, l'Undertaker soi-disant ne catchera plus, hein. On est toujours un peu circonspect parce que ce sera un des éléments dont on vous reparlera un peu plus tard. Alors, on va commencer par le très très basique, non pas l'Undertaker c'est qui ou c'était qui, plutôt c'est qui parce qu'il est encore vivant, mais quel a été notre premier contact avec l'Undertaker, Félix? Moi, mon premier contact avec l'Undertaker, il coïncide avec mon vrai premier contact avec le catch en fait. Parce que moi je suis je suis un peu le genou de l'équipe, donc je suis de la génération NT1. Quand la TNT, les 12 nouvelles chaînes gratuites à l'époque avaient débarqué à la télévision française, il y avait une des chaînes, NT1, qui avait tout misé un petit peu sur le catch. Et elle avait bien fait parce que ça avait fait sa fortune à l'époque. Ça n'a pas duré très longtemps, mais
À l'époque, ça marchait bien et tous les collégiens, tous les enfants de primaire et compagnie regardaient Raw et SmackDown. Donc c'était le vendredi et le samedi soir sur NT1. Il y avait eu un retour d'ailleurs d'une presse et de merchandising dédié. Enfin, il y en a toujours eu, mais en tout cas en France, beaucoup plus confidentiel. Donc c'est dire à quel point ça marche. Oui. La WWE c'était fortement installé en France. Il y avait plusieurs house shows par an, alors que maintenant il y en a quoi ? Il y en a peut-être un ou deux. À Paris et à Nice. Oui, et puis ça avait redonné un petit élan très éphémère lui aussi au catch français, notamment, qui a du mal à s'en relever depuis. Et donc, moi, j'ai jamais été un fan de sport ou quoi que ce soit, parce que à la base, c'est quand même présenté comme un sport de combat. Puis c'était des gros mecs baraques qui se tapaient dessus. Moi, ça me tentait pas du tout. Voilà, moi, les seuls mecs baraques que je pouvais voir et que je pouvais apprécier, c'était dans DBZ. Donc bon. Pas la même chose. Mais mine de rien, il y a des et après, similarités. Tu t'es dit, Broly ressemblant, il existe en vrai. Et donc voilà, tous mes amis de collège à l'époque, ils étaient passés de, par exemple, DBZ à ça. Et moi, j'étais pas dans leur délire, donc je me sentais un peu écarté du lot, quoi. Et j'arrivais pas à comprendre c'était quoi cet engouement pour ce truc qui était le catch. Et j'ai un oncle qui est un gros fan de catch, parce que mon grand-père à l'époque regardait le catch français quand il passait à la télévision et qu'il était au cirque d'hiver. Et mon oncle est resté fan de catch pendant des années, regardait le catch sur Canal à l'époque des années 80, 90, etc. Donc lui c'était un gros fan de l'Undertaker par exemple. Et il essayait de me transmettre la passion, de me convaincre que c'était cool, qu'il y avait quelque chose qui pouvait me tenter. Il a essayé plusieurs fois. Et puis à un barbecue familial, voilà. Truc classique chez moi, quoi. Il me dit viens, on va en profiter que tes cousins ils fassent autre chose ou qu'ils dorment, je vais te montrer un match de catch hyper violent, tu vas voir, c'est génial, machin. Moi j'étais un peu saoulé, j'allais pas me battre pour lui dire non, je dis si tu veux, pourquoi pas, quoi. Et c'était Undertaker contre Mankind, King of the Ring, quel 98, match, Hell in a Cell. Donc quel match pour commencer, quoi. Oui. Le truc le plus violent en live qu'on ait jamais vu. T'avais quel âge ? Cris du public. J'avais 12 ans. Oui. Voilà. Et dans ce match-là, il y a un putain de gars hyper mystique, tout de noir vêtu, qui balance son adversaire Manu Militari plusieurs fois du haut de la cage, qui s'acharne, qui est indomptable, imbattable. Et c'est ce gars-là, quoi, c'est l'Undertaker, quoi. Et depuis, j'étais fasciné déjà par le catch lui-même grâce à ça, parce que je trouvais ça tellement... C'était un truc que j'avais jamais vu avant, tellement extrême, tellement ultra violent, en fait, que je me disais, mais c'est pas possible, quoi. C'est comme du DBZ, mais sans les Kamehameha, mais en vrai, quoi. Et avec des gars qui finissent en sang. Parce que dans DBZ, bon, il y a du sang, mais c'est pas le... Pas trop. C'est pas le pain quotidien du truc. Mais... Et en plus, donc je me dis ok, c'est ça le catch. Donc je vais voir ce que c'est, ce qui est diffusé maintenant à la télé, parce qu'il m'avait dit que c'était un truc des années 90, etc. Et je vois que l'Undertaker, il est là en fait. Et il est encore plus baraque en plus. Toujours debout. Et donc je pouvais le voir toutes les semaines. Il alors, il n'y avait pas des Hell in a Cell toutes les semaines, mais ça y est, quoi. J'avais une connexion avec le catch et c'était grâce à lui. Et ça a toujours été grâce à lui. Et c'est devenu un gros pilier de ma passion du catch, l'Undertaker. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré et c'est comme ça qu'il m'a marqué, quoi. Et vous en parlez encore pendant les barbecues ? Ah bah ouais, surtout que quelques années après, mon oncle et mon cousin et moi, on a été à un de ces house shows à Bercy. À l'époque où c'était encore complet pour le coup, donc 18 000 personnes. Et l'Undertaker n'était pas prévu, mais Rey Mysterio, qui devait affronter CM Punk en main event, était blessé. Et c'est l'Undertaker qui l'a remplacé en surprise. Waouh. Et là, il avait ça. L'ambiance de folie, quoi. Je m'en rappellerai toujours, ça. Ah, c'est beau. Voilà. C'est la chance, t'as vu Taker en vrai. T'as vu son entrée et tout et tout. Ah ouais. T'as vu comment ça va être naze et quand un on va passer derrière ? Un Taker en forme, parce que c'était en 2009, donc il était encore bien enfant. Stylé. Bon, on aurait dû te faire passer en dernier en vrai. Ouais. Mais bon, écoute, Mickaël, à toi de jouer. Biographie. Ouais. Alors du coup, non, surtout que moi en fait c'est un peu horrible parce que je pense pas m'en souvenir. En fait moi... Oui, c'est pas grave. C'est qui l'Undertaker ? A priori, j'ai un faux souvenir. C'est étrange parce que j'ai vachement l'impression d'avoir vu
ses débuts en novembre 90 lors de sur leur série dans l'équipe de Ted DiBiase. Mais en fait, j'ai pas pu voir ça parce que j'ai commencé à regarder du catch en 92. Ou alors il y a une rediffusion, je sais pas. Mais a priori, j'ai dû le découvrir. Le premier truc que j'ai regardé en catch, c'était le Royal Rumble gagné par Ric Flair en 92. Quel Royal Rumble 93, Non, je crois. 92. 12. 93, c'est Yokozuna. Quelle horreur. Et donc du coup, autant Ric Flair, c'était pas terrible non plus. Bon. Oh, Et si, ce Royal il Rumble, était déjà il est vieux. fou. Hein, bon. Il faisait un peu. Je me souviens que j'avais été un peu déçu parce que moi, je découvrais les catcheurs et tout, je connaissais pas. Donc moi aussi, j'ai un peu découvert Que des stars. tout ce côté les mecs musclés, tout ça. Donc voilà, j'ai probablement pas eu le même regard que toi là-dessus. On Mais, n'a pas eu droit de du barbecue, coup, nous. Ouais. Et du coup, non, et du coup, moi j'étais un peu triste parce que je voyais tous ces mecs et tout. Et à la fin, c'était un petit vieux qui avait gagné, quoi. Parce que moi, je trouve que Ric Flair faisait déjà vachement plus vieux que les autres. Alors qu'à l'époque, il y avait d'autres mecs vieux parce que je crois qu'en 92, il y avait encore des espèces de fantômes qui traînaient à les bleus. Genre, je me demande s'il n'y avait pas Greg the Hammer Valentine, des mecs comme ça qui sont restés, mais je sais pas ce qu'ils foutaient là. Ils avaient l'air d'appartenir à une ère du catch complètement différente. Le mobilier, quoi. Ah non, mais ouais. Comme Ric Flair en ce moment. Et je pense que, alors, est-ce que dans ce Royal Rumble il y avait Taker? S'il y avait Taker dans ce Royal Rumble, j'ai dû le découvrir là. Et je m'en souviens. Il a dû me faire un effet parce que clairement, tout le souvenir que j'ai de mes années à apprécier le catch quand j'étais enfant, donc entre 92 et 95, on va dire, j'étais ultra fan de Taker essentiellement. J'étais hyper fan de Taker. Donc je suis très vite devenu fan de lui. C'est assez instantané quand on est un enfant. Le mec est tellement juste super cool que il y a quelque chose de très différent, quoi. Et voilà, bon, on parlera un petit peu après de la mystique et tout ça, mais il y avait quelque chose de vraiment spécial qui a fait que ça a duré si longtemps au final. Et donc voilà, donc je peux pas donner beaucoup de détails sur l'anecdote de mon premier contact avec Taker, mais voilà. J'espère que ce sera mieux, Mehdi. Non, mais ce qui est intéressant, c'est aussi que tu l'as rencontré à un moment où il était... Continue de frimer, toi. J'aime bien ce mot. Tu l'as rencontré à un moment où il était quand même assez différent par rapport à moi. Moi, il y avait le Taker un peu moderne, c'est-à-dire très simple, le sobre quoi, c'était 2006-2007, plus celui de 98 qui était plus dans la vibe gothique, hardcore et tout ça, alors que toi, c'était plus... Moi, c'était le Undertaker des Gormapa. Ouais. Avec ses cheveux encore un petit peu roux. Ouais. Et son déguisement de carnaval. Mais oui, mais en fait, parce que je voulais pas prendre de l'avance sur peut-être ce qu'on dira après. Oui, non, mais en effet, en plus, il y a pas mal de choses à dire intéressantes sur la création du gimmick et tout ça. On en parlera. Alors, je sais pas exactement dans quelle partie on en parlera, mais c'est clair que oui, moi, en 92, du coup, c'était vraiment le Taker qui était très rigide, qui vendait pas grand-chose. Ouais. Oui, qui donnait ce côté vraiment pas austère, il est toujours un petit peu. Mais... Oui, surtout qu'il n'était pas forcément un catcheur très intéressant à l'époque parce qu'en fait, il avait surtout des matchs contre des gros monstres pas très intéressants et lui-même était un peu Gonzalez. Un mec qui vendait rien et qui bougeait pas. Mais il avait déjà une gestuelle assez incroyable. C'est-à-dire que même dans sa façon d'être un catcheur pas très technique, il avait un truc déjà. Une présence au-dessus des autres qui en a fait un gimmick vachement particulier, vachement fort pour les 30 prochaines années. C'est que tout vient de lui en fait, la façon de bouger, le rythme qu'il a, la façon dont il se relève. Bon, alors peut-être qu'on en parlera, mais apparemment il a été pas mal conseillé par Jake the Snake Roberts aussi quand il était plus jeune. Okay. Donc c'est pas pour rien non plus, parce que c'est pas n'importe qui. Et toi, du coup, Mehdi? Alors moi, c'est curieux parce que c'est un souvenir en 2 temps, donc c'est marrant, hein, la dimension de la mémoire sélective. J'ai à peu près comme pas mal de monde ayant découvert jeune dans les années 90, donc j'avais vraiment un souvenir. En réalité, c'est une image qui en était 2. C'était vraiment lui et Paul Bearer. Donc on a évidemment l'iconographie du Taker, bien entendu, mais Bearer, il saute tellement aux yeux en termes de physique. Son manager de l'époque. Ouais, voilà, c'est ça, qui tenait tout le temps son urne avec les cendres dedans. Et c'est le mec, voilà, qui sautait aux yeux. C'était aussi l'époque, hein, évidemment, le côté l'époque de
Pure et compagnie, aussi dans les influences. Et là, c'était vraiment le côté image, hein, parce qu'à l'époque, j'étais à fond de balle comme les gosses de mon âge. J'avais les albums Panini, voilà, il m'en manque plus que 3, dont celle brillante sur le poster. Et là, c'est un souvenir assez figé. J'avais vu des matchs, mais ça restait assez isolé. Le fait que je les voyais surtout chez des copains, parce que c'était sur Canal, etc. Et la deuxième période, c'est, moi je me souviens très fortement, donc un peu de la même période que toi, Mika, et d'une période en particulier, c'était sa rivalité contre Edge. Et là vraiment, j'ai un souvenir très vif de sa rivalité avec Edge, un truc qui... Enfin, je sais pas combien de temps ça a duré, mais c'est là où ça m'a donné cette sensation plaisante quand c'est bien fait, qu'une rivalité, t'as l'impression que ça peut ne jamais finir, quoi. Et c'est ça qui m'a créé un personnage un peu à double facette, très tragique, on va dire, comme au sens théâtral, c'est-à-dire un monolithe, un personnage comme ça qui impacte dès que tu vois sa gueule, et aussi des espèces d'arcs narratifs qui n'en finissent plus, avec un Edge qui revient tout le temps à la charge, et puis pareil, un Taker qui est increvable. Donc je trouve qu'ils allaient très bien ensemble à ce niveau-là. Enfin voilà. Donc mon souvenir, il est principalement sur ces deux côtés-là. Côté un peu image d'Épinal, et puis une autre un petit peu plus concrète au niveau de son catch. On couvre assez bien toutes les périodes du Taker, quoi. C'est intéressant. Ouais. Et j'ai pas du tout, par contre, de souvenir de la période biker. Voilà. Ah oui, ça c'est vrai. Du tout. Vrai. Mais on y reviendra. Moi, je l'ai pas du tout vu en fait. J'ai complètement zappé la période biker parce que moi, j'ai arrêté en 95. Et en même temps, elle a duré que 3 ans la période biker en vrai. C'est pas mal. Et moi, j'ai repris en 2000. Sur 30 ans de carrière. En 2004-2005, donc du coup. C'est vrai. J'ai pas vu Taker pendant un long moment. Moi. Donc là, on s'est frotté à nos souvenirs pour un petit peu planter le décor à ceux qui connaissent. Mise en bouche. Voilà, mise en bouche. Et on va se poser la question, l'Undertaker, c'est sur le plan de sa carrière, comme ça je pourrais utiliser le passé de temps en temps, c'était qui tant qu'il était actif? Qu'est-ce qu'on peut retenir d'emblématique, pas forcément à la date près, mais en tout cas comme ça, d'un personnage qui a eu, comme tu l'as très, très bien rappelé, Félix, 30 ans de carrière. Qu'est-ce qu'on retient? On a la toute première période, donc avec son apparition pas très convaincante avec son catch, comme tu nous disais, Michael. On peut peut-être commencer à partir de là. Pas très convaincante, mais immédiatement efficace au niveau du public. Oui, marquante, quoi. Oui. Et alors pour la petite anecdote, du coup, alors il avait pas mal raconté de choses dans son interview avec Stone Cold Steve Austin à Broken Skull, son émission qui est sur le network. Et en effet, il y a une petite anecdote rigolote, le fait que surtout en fait il a été engagé. Alors quand il était engagé, je pense que c'était vraiment pas un catcheur très. Enfin, si, à l'entendre, c'était quand même un catcheur qui pouvait faire des choses. D'ailleurs, il était assez frustré. Lui, il pouvait faire des choses assez techniques, assez athlétiques. Et on lui a donné un gimmick où il devait quasiment pas bouger et il devait pas vraiment vous allez pas faire des moonsaults, quoi. Alors qu'en fait lui avait envie de faire des choses comme les copains qui faisaient des trucs impressionnants comme Shawn Michaels et tout, et lui il pouvait rien faire. Je vais faire une Willow. Et en fait c'est un virage qu'il a pris. Lui il était je sais plus exactement, il était à la WCW avant, peut-être, je sais plus. Il me semble, hein. Oui, mais il était manager, il était managé par Teddy Long ou un truc comme ça. Oui, il était alors il a traîné évidemment, c'était à la fin de l'ère des ce qu'on appelle les territoires aux États-Unis, donc les petites promotions qui sont toutes alliées les unes entre les autres. Mais donc il a commencé au Texas. Il raconte d'ailleurs dans cette interview dont tu parles, son premier match c'est contre Bruiser Brody, donc c'est un mec de la même taille que lui. Pareil, le personnage hyper marquant, etc. Donc c'est marrant, quoi, qu'il ait commencé par ça. Et après, il a catché quelques années à la WCW, donc la concurrente de la WWF à l'époque. Et effectivement, il était dans une équipe et il était managé par Teddy Long, donc il deviendra arbitre puis general manager de SmackDown. Et à l'époque, effectivement, il catchait vraiment, il jouait avec les cordes, etc. Il commençait avec un petit côté high flyer, même si c'était quand même le gros bourrin de base du catch des années 80-90. Et après, oui, engagé la WWE en 90, quoi. Et il faut noter qu'il a quand même entendu plusieurs fois avant d'être Taker. Donc il devient Taker à 25 ans, hein, je crois.
il a entendu pas mal de fois quand même qu'il était pas fait pour le métier et qu'il remplirait pas les salles et que. Alors que c'est un ancien basketteur. Oui, mais c'est vrai qu'en même temps, c'est un athlète quoi. Je me suis posé la question. En fait, Taker. C'est vrai qu'il a une sale gueule quand même. Et je dirais pas qu'il a une sale gueule. Il roux en plus. Oh oui, là mais là. non, je dirais surtout que je pense que lui, sa voix naturelle et je pense que sans ce gimmick, il aurait pu avoir. C'était ce gimmick ou rien. C'est-à-dire que je pense qu'il aurait pu avoir 25 autres gimmicks à la WWE qui auraient été des échecs complets. Quoi, quand même, à l'époque, il me semble, je sais, il n'en parle pas dans l'interview avec Steve Austin ou dans le documentaire The Last Ride, mais il me semble qu'à l'époque, ils hésitaient vraiment à lui foutre la gimmick qui a débuté en même temps que lui au Survivor Series en 90 du Gobbledygooker qui sort d'un œuf et qui est un oiseau, et c'est Hector Guerrero, donc un des frères de Eddie Guerrero. Alors je j'ai pas les mêmes infos que toi. Ouais. Non, alors ce qu'il raconte dans Broken Skull, c'est que lui a cru qu'on allait lui donner cette gimmick, mais je sais pas. En fait, je pense pas spécialement. C'est-à-dire que lui, l'anecdote, c'est que lui, quand il est arrivé la première fois à WWE, il a vu cet œuf. Et il s'est dit c'est pour moi. Pourquoi il a attendu. Il explique pourquoi. Parce que c'était un nouveau gimmick et que il s'est dit, enfin je sais pas, apparemment il avait pas confiance. Il a débuté en même temps que lui, quoi. Oui, ça a débuté en même temps que lui. Il s'est dit ça y est, je vais être l'homme œuf. C'est ma carrière est foutue, c'est fini. Et il raconte cette anecdote où il attendait un coup de fil de Vince McMahon et Vince McMahon l'a appelé et lui a dit genre est-ce que je peux parler à l'Undertaker. Et genre il a fait ah oui, ça doit être moi, alors oui. Du coup, c'est le début de la légende. Et du coup, il a compris que c'était son gimmick. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu pas mal de recherches en fait. Parce que, alors apparemment, Paul Heyman a pas mal aidé aussi. Je pense qu'il y a peut-être aussi Bruce Pritchard à l'époque, je sais plus. Bruce Pritchard, il était à fond. Ouais. C'est lui qui réalisait les vignettes de l'époque avec dans la construction des cercueils. Et effectivement. Chouette. Et ils ont pas mal réfléchi. D'ailleurs, moi, ce que je savais pas forcément, enfin, c'est évident en fait. Mais en fait, le gimmick, c'est. Parce que nous, c'est un peu un espèce de zombie dans notre idée. Moi, quand j'étais un gamin, pour moi, c'était un zombie. En fait, l'idée, c'était que c'était vraiment le fossoyeur des westerns, en fait. C'est-à-dire le mec, c'est logique, mais comme dans Lucky Luke. C'était un personnage de western. Ouais, mais voilà. C'est vrai qu'en tant que français, on a un peu moins cette iconographie. Aussi loin dans l'analyse de son truc. Oui. Et donc, du coup, d'où tout le look et tout était inspiré vraiment de ce genre de choses. Ouais. Et donc, ils ont quand même pas mal bossé. Ils ont fait des croquis, ils ont pas mal bossé sur tout ça. Et c'est intéressant parce qu'au final, c'est, je pense, la seule fois dans l'histoire d'AEW où un gimmick a fait banco à ce point-là immédiatement en fait quoi. Alors que c'était pas forcément parti pour parce que il y avait tellement de gimmicks à l'époque, comment tu tries celle qui marche ou pas quoi. Ouais. C'est vrai. Et après est-ce qu'il y avait beaucoup de gimmicks un peu surnaturels, peut-être un peu il y avait un homme coq, il y avait Boogeyman, c'est arrivé quand plus tard. Comment Boogeyman, c'est arrivé plus tard. Oui, beaucoup plus tard. C'est une décennie plus tard. Non mais avant il y avait après non, il y avait c'est le même style. Parce que l'homme coq ça va être un truc un peu. Il y avait Mentor, c'était littéralement le Minotaur sur un ring. Il y avait le Berserker. Oui, mais pareil, c'est quand même pas des gens qui sont censés avoir des pouvoirs quoi. Taker est censé avoir des pouvoirs et limite Moi Taker, quand je voyais des matchs, les commentateurs français, qui sont pas toujours les plus subtils, mais passaient leur temps à dire. C'est venu petit à petit quand même les pouvoirs. Ils les avaient pas d'emblée. Il avait le côté. En tout cas, le truc. Inarrêtable, mais justement, il pouvait pas balancer des éclairs quoi. Non, oui, voilà. Mais dès le départ, le truc c'était genre, mais est-ce qu'il peut ressentir la douleur C'était Michael Myers dans Halloween quoi. Oui, parce qu'en fait, il vendait vraiment rien au début. Alors que Taker au début, c'est aussi ça d'ailleurs qui a dû plaire à tout le monde. En termes de produits dérivés, tu veux dire. Ah ça, il en a vendu. Oui. Mais non, il vendait vraiment rien. Et alors, il faut aussi quand même remarquer que il a commencé comme un heel. Oui. Et que selon j'en parle assez souvent, mais selon la tradition ridicule de la WWE et du catch en général, même les heels immortels et imbattables doivent tricher pour gagner. Donc Taker, je crois que le premier titre qu'il gagne, il le gagne contre Hulk Hogan. Oui. Et que il y a une histoire d'urne dans les yeux ou un truc à la con avec. Donc c'était déjà Paul Bearer, je crois. Sauf que les cendres dans les yeux, plus que l'urne. C'est Hulk Hogan qui lui balance dessus. Ah, ils se sont dit parce que Hulk Hogan il adorait faire ça. C'est le gros babyface mais qui trichait tout le temps. Si le Yokozuna peut le faire, on peut le faire aussi. Et puis c'est Ric Flair qui lui apporte une chaise. Ah, tu te souviens et il fait un tombstone sur le truc. Ah bah. S'il te plaît.
Mais tu vas dire que ouais, donc donc oui, il y a ils l'ont gardé quand même quelques mois, alors que bon, il était hyper over immédiatement, donc il pouvait pas. D'ailleurs, il a quasiment plus jamais été heal après, au final. Peut-être que quand il était il était rarement heal, ouais. Il a eu des petites périodes quand même, ça et là, mais je pense que quand il était biker, il a dû être un peu. Oui, même avant, c'est ce que j'allais dire. Un peu avant, où il a failli sacrifier Stephanie McMahon. C'est pas heal. C'est pas heal. Avec la crucifixion et tout ça. Ah oui, mais à l'époque, si, parce qu'à l'époque, c'était une petite jeunette qui demandait rien à personne. C'était pas la même qu'aujourd'hui. Mais non, il a eu des périodes heal quand même, mais c'est vrai que dans la grande majorité de sa carrière, il était face ou on va dire twinner, quoi, neutre, quoi. Donc après, le problème du début de sa carrière, c'est que donc, il y avait beaucoup de matchs. C'était aussi ce qu'était la WWE à l'époque. Faut quand même rappeler que. Oui, c'est bien de recontextualiser. C'était beaucoup de gros catcheurs pas passionnants et qu'on avait grosse personnalité, mais pas grosse performance, quoi. Ouais, et puis personnalité. Alors du coup, il y a eu des rivalités avec après tout ce qui traînait, hein, donc les Big Boss Man, les Kamala, bon, pauvre Kamala qui n'a plus de bras. Giant Gonzalez. Giant Gonzalez. Le Fake Taker aussi, tu t'en rappelles de ça? Ouais, qui était d'ailleurs joué du coup par. Il n'est pas joué par. C'est un mec qui s'appelait Brian Lee. Ouais. Catcheur de 3ème zone. Alors pour un petit peu recentrer, parce que là c'est toujours le... Non, sur l'Undertaker justement. Non, parce que c'est vrai que c'est toujours le piège hein, quand on fait une émission un peu rétrospective de partir c'est pour dire le type de match qu'il avait dans sa première partie voilà, de carrière. Quoi. Ça a au moins cet avantage-là. Donc un personnage, comme tu lâchais le mot, Michael, très vite over, hein, qui était effectivement, c'est vrai que moi dans tous mes souvenirs, le recours à la vilainie, comme on aime à dire, c'est pas trop sa tasse de thé. Et concrètement, Félix, tu lâchais aussi le terme de titre au niveau honorifique. Ça s'est passé comment? Là, je fais vraiment bas du front pour les gens qui voudraient se refaire un petit. C'est très particulier avec l'Undertaker parce que c'est l'exemple parfait de ce stéréotype de catcheur qui n'a pas besoin du titre. C'est Alors, ça, je sais pas si je suis d'accord avec cette façon de penser en termes de booking de catch. Moi je trouve que ça lui va bien. Enfin, mais carrière, effectivement, il n'a jamais été un catcheur vraiment à titre. Il a eu des règnes de champion du monde. Des Roman. De Big Dog. Mais ça n'a jamais été le catcheur qui comme Shawn Michaels par exemple en termes de contemporain, qui a eu les titres par équipe, le titre intercontinental, puis le titre mondial. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas ça. Ça dépend du moment, ça dépend du contexte, ça dépend si on a besoin de lui ou pas. Effectivement, le personnage, il n'avait pas forcément besoin du titre. Il l'a eu une fois, et puis après la deuxième fois, il faut attendre 6 ans avant qu'il soit de nouveau champion. Et c'est à un moment où la WWE est en manque de stars. Parce que la WCW a pris beaucoup de galons. Les talonne dans les audiences, parce qu'elle a perdu énormément de fric, parce que le procès de vente des stéroïdes est passé par là et que Vince McMahon a failli finir en prison. Du coup, il a perdu énormément de stars. Tu peux rappeler vraiment en quelques mots ce procès-là? En 92-94, il y a soupçon de deal et de vente d'anabolisants et de stéroïdes dans les vestiaires de la WWE. Et ça se voit hein, quand on regarde le catch de la WWE. Fin 80, début 90, ils sont tous sous stéroïdes. L'équivalent du scandale Festina, mais au catch, quoi. Voilà. Et Vince McMahon était fortement impliqué là-dedans. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce qu'il y ait le jugement qu'il le trouve non coupable. Mais en attendant, il a perdu beaucoup de sponsors, beaucoup de visibilité. Enfin, la WWF à l'époque. Et il y a beaucoup de stars qui sont partis du coup. Et donc au milieu des années 90, il y a tout cet argent perdu, toutes ces stars perdues pour la WWF, plus la WCW qui en profite, qui engage Hulk Hogan, qui commence à diffuser une émission le même soir que Monday Night Raw qui venait de commencer en 93. Et donc là, la concurrence devient vraiment, véritablement féroce. Et la WWF, pendant quelques années, va frôler la banqueroute. Donc il a besoin de solidifier son roster et de faire confiance aux gars qui le suivent depuis le départ, comme l'Undertaker, et c'est un truc qui va être récurrent toute sa carrière. C'est ça, voilà, c'est un truc qui est emblématique, on y reviendra plus tard. Donc les titres,
ça dépend comment on se positionne, comme tu as dit, pour lui en tout cas pas nécessaire. Ça a marché en tout cas en termes de carrière globalement. Qu'est-ce qu'on peut avoir, je parlais honorifique, tout de suite on pense au titre évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de notable peut-être sur le trajet de la carrière de l'Undertaker, si on met de côté les titres? Alors je pense à quelque chose, mais je vous laisse peut-être, je vais peut-être un peu vite. Michael? Il y a une dimension très importante du catch en général et de Taker. Taker l'illustre parfaitement. C'est un catcheur qui, en plus surtout que c'était censé être un petit peu un personnage surnaturel, c'est un catcheur qui a été régulièrement tué par des méchants pour revenir plus tard, qui a été enterré. Alors, je sais pas si c'est arrivé tant de fois que ça. Moi, ça m'a beaucoup marqué parce que ouais, pareil. Un des trucs qui m'ont le plus marqué quand j'étais jeune et que je regardais du catch, même si c'était plutôt vers la fin, ça m'avait un peu dégoûté, je pense. Hein. C'est que Yokozuna l'avait vraiment battu presque définitivement. Oui, il avait triché avec tous les membres du roster qu'il avait tous les heals. Ouais. Et il avait. Alors donc il y avait un truc que moi j'en ai déjà parlé dans une autre édition pour une autre raison, où c'est un peu la fois où ils ont été un peu trop loin en termes de catch haut en couleur. Crédibilité quoi. De crédibilité, dans le sens où il y a eu un truc, mais qui était assez révolutionnaire en termes de moyens techniques, de représentation dans le catch, où vraiment son cercueil s'est éloigné. Il y a je crois qu'il y a de l'énergie qui est sortie du cercueil. Enfin, on a fini par voir son ombre qui s'est élevé au-dessus du plafond. Enfin, des trucs de malade. Vraiment. Il a rejoint sa planète natale. Pour l'époque. Oui. Ouais, même aujourd'hui, ils font pas des trucs comme ça. Hein. Pas des trucs complexes comme ça. Franchement, c'était très complexe, avec des éclairs, avec un truc de malade. Et donc, c'était pour signifier la fin du Taker. Et c'était aussi une période où il y avait un problème de. Parce que dans la même période, il y a un peu aussi, par exemple, je me souviens le match de Owen Hart. Enfin, non, le match de Bret Hart contre. Chicken Wing. Bob Backlund. Marty Scurll. Qui durait avec des espèces d'idées un peu narratives qui étaient un peu too much et qui allaient trop loin et qui duraient trop longtemps. Comme si à cette époque-là, il y avait un petit peu. Il n'y avait plus vraiment de recul sur ce qu'il faisait. Je veux dire, il faisait un peu too much, quoi. Et donc là, ça allait un peu loin. Et après, il est revenu en fait. Après, c'est ça qui est bien, c'est qu'après, il peut revenir du coup. En plus, avec sa musique, qui est quand même. Parce qu'il y a ça aussi dans le gimmick. La musique de Taker, c'est quand même la musique la plus marquante. Les cloches emblématiques. Puis la première note, tu sais qui arrive, tu sais ce qui va se passer. C'est fou ça. Et tu sais que t'es déjà dedans, quoi. Ouais, jusqu'au coup. L'entrée, c'est un truc, c'est pour ça que quand je disais quand toi tu l'as vu en vrai, c'est une entrée. Moi, je l'ai jamais vu en vrai. Et c'est un truc, je pense que c'est ce que dit à chaque fois Michael Cole. On a des frissons en la voyant et tout, mais c'est vrai que ça doit être. Les gens doivent venir pendant des années. Les gens sont venus en partie voir les shows de la WWE en live pour voir à l'entrée de Taker, quoi. Parce que ça doit être quelque chose de. En plus, avec tout ce que c'est arrivé. Après, c'était encore plus. Il y avait les lumières, il y avait le feu, il y avait la fumée. Au moment où tu dis ça, il y a les lumières sur les quais qui s'allument. C'est fou. J'ai tout prévu. T'imagines? Oui, après en parlant de lumière, il y a plein d'éléments emblématiques. On y reviendra peut-être aussi sur le détail de la symbolique. Les flammes un peu plus tard, quand même si c'est un motif au début, quand même. Les prêtres, avec les torches. Ouais, qui seront plein d'éléments constitutifs. Non, moi j'allais un petit peu vite, mais ça rejoint un peu ce que tu disais sur sa symbolique de personnages comme ça immortels. Moi j'ai trouvé qu'il y a eu un deuxième temps assez intéressant, c'est l'arrivée de Kane, qui pour rappel est donc son frère jumeau. Alors je vais un peu vite, mais pourquoi je parle assez vite de Kane, c'est parce que y avait cette dimension d'un personnage qui évoluait vraiment dans sa sphère à lui tout seul. Il y avait l'Undertaker et le monde, et on a ramené un mec qui se rapproche effectivement de sa. Il a un physique quand même hyper imposant, hein, le petit père. Aussi grand, mais encore plus baraque. C'est ça. Et puis d'un truc de se dire tiens, c'est marrant, comme on le disait tout à l'heure, il n'est pas fondamentalement méchant, l'Undertaker, il est badass, très dans le côté sombre et éventuellement morbide dans sa thématique, mais l'autre vient contrebalancer ça, c'est-à-dire on trouve vraiment une forme de, je sais pas si j'aurais jusqu'à dire négatif, mais en tout cas un personnage comme ça, et qui justifie un peu son univers étendu, pas simplement dans l'arc narratif, mais se dit ce mec-là n'a de lien avec rien, avec personne. Ah bah si, tiens, il a un frère. Il a un frère et il y a une grosse histoire derrière. C'est ouf, ouais. C'est l'époque où ils essayent vraiment de faire des storylines plus complexes et
vraiment essayer de faire suivre l'émission. Et là, oui, c'est Abel et Caïn, mais avec une histoire d'abandon de parents et de frères, la maison qui prend feu, on pense que le frère est mort, et finalement Paul Bearer, qui se sent trahi par l'Undertaker, arrive à trouver ce petit frère qui n'a envie que de se venger, et qui revient, et qui lui aussi a des pouvoirs, etc. Et il y a un côté tragédie grecque derrière, quoi. D'ailleurs, à cette époque, je pense qu'il s'est vraiment développé tout le lore autour de... L'univers étendu, il y avait déjà pas mal de lore, mais là, ça a pris une autre dimension. À ce moment-là, il y avait un comics de tout, je pense. Il y avait vraiment plein de trucs. Ah ouais. Oui, je crois qu'il y a un comics sur Taker, je suis à peu près sûr. Donc, il essaie vraiment de développer le truc comme des personnages de fiction, limite, qui auraient pu avoir une adaptation au cinéma. Au hasard. On a loupé des trucs incroyables. Et voilà, oui, ça a vraiment donné, je trouve, une épaisseur et puis biblico-tragique, comme je disais un petit peu dans mes souvenirs un petit peu plus tôt. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? On a parlé des titres, on a parlé de... effectivement, oui. On peut dire aussi que souvent les catcheurs, ils peuvent avoir une carrière très longue, mais voilà, ils n'ont qu'une période vraiment emblématique ou une apogée. L'Undertaker, il en a eu presque plusieurs, j'ai envie de dire, même si elles n'ont pas toujours été du même niveau. Voilà, là, on est déjà à la fin des années 90 et il y a encore un autre boom de l'Undertaker. Après, entre 2000 et 2003, il est fatigué, il prend du repos, il a des blessures, etc. Mais il change aussi de personnage. Il devient l'American Badass. Donc, c'est plus l'Undertaker, soit le type surnaturel, soit... Ça correspond aussi à l'époque, c'est-à-dire que... Oui, l'attitude era. Il y a moins... Il y a des gens qui sont Lorenzo Lamas, surtout. Le rebelle. Il y a des gimmicks plus réalistes, du coup. Des grandes gueules, le Taker commençait à sentir que c'était peut-être... Il aurait eu du mal à s'intégrer à tout ça. Et qu'en tant que American Badass, il pouvait... s'amuser un peu plus avec les autres, il pouvait parler, dire ce qu'il voulait. Quand même, le truc n'a pas été si radical que ça, parce que l'année d'avant, il avait déjà changé un peu d'angle de gimmick. Certes, il était toujours dans le côté gothique, sombre, occulte, mais il partait justement plus dans le côté secte. Il était devenu le leader d'un clan, ce qu'il n'avait jamais été avant. Il essayait de faire des sacrifices, il invoquait des pouvoirs, des higher power qui s'avéreraient après il développait un peu Mr. McMahon. Mais bon. Il développait le côté Mortal Kombat. Oui, voilà, un peu, j'avoue. Your soul is mine. Mais oui, donc American Badass, c'était vraiment pour justement que sa vraie personnalité puisse aussi s'exprimer un peu comme c'était le cas pour Steve Austin ou The Rock. Ce serait bien du coup si en fusion Brody Lee et Matt Hardy finissaient à la EW, vu que le PDG, on le rappelle, c'est Monsieur Khan. Shao Kahn. Voilà, pour les fans, c'est juste histoire de faire une petite transition, mais Michael avait l'air d'avoir quelque chose de beaucoup plus constructif que moi. Non, du coup, oui, ça s'accompagne de changements dans le style de catch, du coup, parce qu'on disait qu'au début, il était pas forcément intéressant. Alors après, moi, du coup, j'ai pas forcément vu ce qu'il faisait à cette époque, American Nightmare. Moi, du coup, je l'ai retrouvé. Je l'ai laissé pendant un bon moment. Je l'ai retrouvé donc vers 2004, où j'étais très impressionné parce qu'il était dans un style presque un peu MMA, où il commençait à faire sur des le ring, prises en de tout cas. soumission et tout ça. Et il a eu à ce moment-là, alors peut-être pas immédiatement, mais il a eu un peu plus tard, je pense. Il avait vraiment un style. Il a commencé à avoir des grandes boxes. Ouais. Vraiment, il y avoir des postures un peu de boxeur, ouais. De boxeur, ouais. Et par exemple, il a eu une rivalité avec Kurt Angle, je me souviens. Oui. Je sais pas si c'était la première. Il a commencé à faire le triangle choke aussi, par exemple. Et où c'était un... C'est ça qui est dingue, c'est que c'est un cas assez unique. C'est-à-dire que c'est un catcheur qui a commencé toute sa carrière, qui a pendant plus de 10 ans fait un personnage complètement rigide, stoïque, catchait quasiment pas, et qui attend d'avoir 40 balais pour faire du catch, pour limite... devenir un catcheur 4 fois plus intéressant, faire des matchs hyper techniques, et même avec des... Par exemple, je me souviens très bien... C'est lui qui passe au loin. Je me souviens très bien qu'il y avait... même avec des mecs comme Batista, par exemple, qui n'est pas forcément le catcheur le plus technique qu'on puisse imaginer. Je me souviens d'un Elimination Chamber, où à la fin, il y avait Batista et Taker, et ils faisaient des petits trucs un peu à la New Japan, quoi. Genre, ils faisaient
je te contre le finisher, hop là. Ah ouais. Il faisait des trucs assez sympas et franchement, Taker était vraiment ambitieux. D'ailleurs, ça se voit dans Last Ride. C'est un mec qui voulait pas. Ça a fonctionné pendant un bon moment, un personnage qui catchait de façon assez simple. Mais après, à un certain âge, à mesure que le catch évoluait, lui, il voulait évoluer avec. Il voulait avoir un style plus technique, plus ambitieux. Ça le démangeait. C'est ça qui en fait pour moi un catcheur assez incroyable sur la durée, quoi. Et justement, cette transition entre le personnage du Taker, tel que tout le monde l'a dans l'œil, et son rôle de biker, ça s'est fait comment, Félix, tu sais C'est une surprise de toute façon. Parce qu'il est revenu comme ça, parce qu'ils l'ont montré plusieurs fois. Il a été absent pendant 9 mois. Il y a un WrestleMania qui est passé sans lui. Et il a donné naissance justement à ce personnage d'American Badass en plein The Rock contre Triple H, je crois. J'ai un truc avec Cody, j'ai dit American Nightmare tout à l'heure, décidément. J'ai confondu avec Kenny Omega, ça va pas ça. Et on parle de cauchemar, d'occulte, voilà, forcément. Et non, il a débarqué comme ça, mais c'est plutôt son revirement, son retour à l'Undertaker plus surnaturel en 2004 justement, qui est plus théâtral parce que il se bat contre Vince McMahon en 2003 dans un match complètement nul à chier. Un buried alive match, donc c'est-à-dire que à l'entrée du ring il y a un monticule de terre avec une tombe déjà creusée et une pierre tombale, et celui qui arrive à mettre son adversaire KO à l'intérieur de cette tombe et à enclencher la grue qui a déjà tout l'argile déjà prêt pour combler le trou, gagne le match. Et donc pendant tout le match c'est l'Undertaker qui domine, mais qui domine à un point inimaginable. Et voilà Tupac, son petit frère vient et le tabasse et arrive à le mettre lui dans la tombe et à en sortir Vince McMahon et à l'enterrer. Du coup il est enterré vivant, même si c'est pas la première fois que ça lui arrive, il est enterré vivant. Une autre absence de plusieurs mois, et là à chaque match que Kane fait, il est hanté par un esprit trompeur qui fait trembler le ring, qui fait des éclairs, qui fait ceci, cela. Et donc on comprend que non seulement l'Undertaker revient, mais c'est le vrai, entre guillemets, Undertaker qui va revenir. Et quand il réapparaît et qu'il y a Paul Bearer qui fait son entrée, etc., effectivement il est là, mais remis à neuf et avec un nouveau style de catch sur le ring, comme tu l'as dit. Et quelques kilos en plus. De masse surtout. Oui, ça se... un petit peu poupon quand même quand il revient, je trouve. Mais, ça se... Et non, et du coup, oui, tu parlais des mind games en fait, parce que c'est un truc qui a été important dans la recette de Taker, peut-être pas tout de suite, mais un truc qui est devenu assez habituel dans les rivalités de Taker, c'est qu'il y avait des mind games, donc c'est toujours, il apparaît pas, mais il fait apparaître des trucs qui font flipper ses adversaires, et puis il y a toujours eu aussi dans toutes ces rivalités, surtout, d'ailleurs toutes ces rivalités en fait, presque depuis le début, ça a toujours été sur l'idée du le méchant en face prétendait ne pas avoir peur de Taker, mais en fait bien sûr il avait peur de Taker, et puis jusqu'à... Comme on a peur de la mort. La mort n'est pas forcément méchante, mais devant elle, on ne peut que trembler. C'est deep. Ouais, c'est deep. Et non, et alors un truc dont on n'a pas parlé aussi, du coup j'enchaîne sur un peu. N'hésite pas. Par rapport au point important sur la carrière de Taker, c'est la streak. On n'a pas parlé de la streak. On y est arrivé doucement mais sûrement. Et la streak, c'est assez révélateur de ce qu'il y avait d'assez incroyable. Même si, du coup, ça a relativisé maintenant par rapport à la Ride, mais bon, du coup, je ne vais pas tout mélanger. Mais la streak, c'est donc que... À ne pas confondre. Série d'invincibilité. La streak, c'est deux streaks, donc c'est la succession de victoires sans défaite. Et last ride, en deux, voilà, là aussi en deux mots. Et donc, oui, la streak, donc deux streaks, c'est... Ce que tu as oublié de préciser, c'est que ce truc-là, ça lui a quand même valu le mot de Monsieur Wilson. Enfin, non, c'était officiellement... plus Shawn Michaels pendant un temps, mais que ça a quand même fini par sans même qu'on ait à le nommer, de la même manière qu'il n'y avait pas besoin qu'il ait des titres. Les deux se sont confondus, l'événement et ce phénomène-là de série d'invincibilité. Du coup, oui, il a été jusqu'à donc quoi, 21, c'est ça 21. Ouais. Mais de suite ou la suite 21 de suite. Donc 21 victoires de suite, année après année à WrestleMania, ce qui est bien sûr unique.
Oui. Et il faut juste expliquer que, alors c'est comme d'habitude, hein, on en parle souvent, mais bon, on se dit toujours, bah oui, mais c'est facile. Il suffit de venir une fois par an. Mais le truc, c'est que. Mais alors, c'est là que Last Ride est intéressant par rapport au problème Vince McMahon et à la toxicité de Vince McMahon. C'est que donc Vince McMahon, comme on peut le voir dans Last Ride, et donc a un rapport très immature, moi je trouve, et toxique à la loyauté envers ses amis et ses employés. Et que en fait, le secret de Taker, en vrai, c'est pas simplement qu'il était extrêmement pertinent à n'importe quelle époque parce qu'il a su se renouveler, qu'il a su toujours être aussi populaire auprès de tout le monde. C'est que, dire quel qui a été, en fait, on peut se dire que quelles qui a été les différentes forces de Taker, si Vince McMahon à un moment donné l'avait senti déloyal envers lui, ou l'avait senti que c'était pas sa créature qu'il avait créée et qu'il ne le trahirait jamais, il y a une année où il aurait dit bon bah là il va perdre quoi. Voilà. Et pour qu'il l'ait pas fait pendant 21 ans, pour que Vince McMahon ne trahisse pas ses employés pendant 21 ans, c'est très compliqué, c'est très rare. C'est marrant de faire la phrase dans ce sens-là. Bah oui, mais du coup voilà, donc pour qu'il ait pu rester pendant 21 ans invaincu, en fait c'est assez exceptionnel dans le monde du catch en général, enfin invaincu à WrestleMania. Et ça veut dire que pendant 21 ans, enfin plus de 21 ans. Et plus de 21 ans, c'est aussi qu'il était suffisamment important, pertinent, il vendait suffisamment de place pour qu'on se dise pas là on va essayer de lui trouver un successeur, on va essayer de donner un push à quelqu'un parce qu'il y a plein de gens qui auraient profité énormément de battre Taker à Mania et de défaire la streak. Ouais. Et au final, c'est Brock Lesnar qui en a profité. Donc en quelle année En Félix, 2014 de WrestleMania 30. Félix, le Pierre Tchernia du catch. Incroyable. Pokédex du catch. Oui, mais ça, je pense qu'on est un petit peu en train de devancer un chouïa le hors-ring, même si tu as très bien fait de le rappeler, parce que je pense que c'est pas forcément si on veut. Je peux vous refaire tous les vainqueurs si vous voulez. Incroyable. On le mettra dans l'après. On te testera à la fin de dans les bonus. Et donc voilà cette streak, donc cette succession de victoires 21 sans rien. Et donc arrive effectivement Brock Lesnar qui, pour rappel, donc pourquoi qu'il gagne lui et pas un autre. Pourquoi qu'il gagne la question se pose. Moi je peux vous dire, je pense que je pensais aux audiences. Je n'ai pas de trucs sourcés. Oui, puis je pense que c'est Brock Lesnar et qu'à cette époque-là, ils avaient vraiment beaucoup misé sur Brock Lesnar et que. Oui, mais ça peut pas être. Pourquoi pas pour le choc quoi. C'est tellement important que ça peut pas être que ponctuel. Parce que je pense que pendant longtemps, avant que ça arrive, les gens se disaient mais qui va battre Taker parce que ça va créer une carrière en fait, et tout le monde pensait que ça devrait être quelqu'un qui serait du coup complètement boosté par ça. Au final, Brock Lesnar n'en avait pas besoin. Mais je pense qu'ils l'ont fait avec Brock Lesnar. Pour moi, ça avait du sens. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est pas simplement pour l'avenir de Brock Lesnar. C'est parce que Brock Lesnar est, dans la réalité, légitimement et dans son gimmick, le catcheur le plus dominant de l'histoire de la WWE. Donc en fait, c'est logique que ce soit lui qui bat Taker. C'est juste logique sur le long terme, c'est logique en fait, quoi. Parce que c'est le monstre, quoi. C'est lui le monstre. Il y a jamais eu de c'est pas comme pire s'il monstre. l'avait pas déjà battu avant. Enfin, je laisse passer la moto encore une fois. American Badass RPZ. Mais en 2002, quand Brock Lesnar avait débarqué la première fois à la WWE, l'Undertaker était encore en American Badass, et parce que c'est son job à l'Undertaker pendant des années, c'est de mettre en avant les nouveaux poulains, les nouveaux monstres, les nouveaux pêchés. Et donc Brock Lesnar il passe, et ils ont une petite rivalité ensemble. Brock Lesnar lui casse la main, enfin en kayfabe comme on dit chez nous. Ils ont un Hell in a Cell match, donc un match qui est assez iconique avec l'Undertaker parce qu'il était dans le tout premier, et puis comme je l'ai évoqué, il y a ce match avec Mankind qui reste dans l'histoire du catch en général. Et Brock Lesnar le bat dans ce match-là. Alors qu'à lui, c'est son premier Hell in a Cell match. C'est une autre dimension pour lui. Donc il y a quand même, même s'ils l'ont pas forcément mis en avant cette année-là en 2014, il y a quand même cette
cette importance historique, ce passif entre les deux. Oui, et puis ça revient à ce que disait Michael, il voulait vraiment installer quelque chose quand même du mec comme étant le plus légitime. Moi j'avais eu, mais c'était vraiment une pure intuition, comme quoi c'était lié aux audiences, mais je sais pas si c'est vraiment... j'ai pas de source, je sais pas si c'est vraiment lié ou pas. Les audiences, on a toujours l'impression qu'ils considèrent comme... Ils veulent absolument le signer parce que parce que ça fait parler, parce qu'il a fait le MMA. Oui, voilà. Après, au final, est-ce qu'on voit vraiment la différence dans les audiences? Je suis pas sûr qu'on l'ait déjà vu. Mais pas sur cet événement-là particulier, mais pour un peu relancer, parce que après, je me souviens d'un peu de perte de vitesse. Mais bon. Non, après, c'était aussi la réaction quand la streak s'est arrêtée avec Brock Lesnar. On a probablement eu les réactions du public les plus légendaires de l'histoire du catch. Voilà. On a quand même eu des têtes mortifiées, parce que personne pensait que Brock Lesnar gagnerait. En fait, ça donc quand Brock Lesnar le bat, les gens sont complètement, mais ils se souviennent pas. J'y étais pas, mais il manquerait plus que ça. WrestleMania, j'essaie toujours de le regarder dans les conditions du direct quand je peux le faire, c'est-à-dire pas forcément en direct à 2-3 heures du matin, mais plutôt le lendemain. Toi, on connaît ton affection pour la nuit. Mais oui, tu me rappelles, ça m'avait grandement choqué cette histoire. Et puis ils avaient tout fait pour vraiment marquer le coup. Et puis il faut rappeler que dans ce match-là, Taker se tape une commotion cérébrale assez tôt dans le match. Et de ses dires, il ne se rappelle plus de cette journée entière depuis, je crois qu'il dit 14 heures, un truc comme ça, donc même plusieurs heures avant qu'il ait la commotion. Il savait plus son nom. C'est très important, et Last Ride commence par là, du coup. C'est vrai. Et ça a changé complètement, il a perdu confiance en lui à ce moment-là. En fait. On n'a pas précisé depuis tout à l'heure, même si évidemment vous avez l'habitude de nous écouter, donc vous savez, mais Last Ride, donc ça a été effectivement ce documentaire en 4 épisodes 5 Ouais, décidément, ça ne voudra pas rentrer. 5 épisodes qui a été réalisé par la WWE autour du personnage de l'Undertaker. Et surtout ces dernières années de carrière. Exactement. Pas de cette époque-là, mais surtout depuis dès le tournage commence avec son match contre Roman Reigns à WrestleMania 33 en 2017 et jusqu'à 2020 en fait. Et c'est intéressant parce que du coup, en fait, la streak nous permet de faire le pont chronologique, parce que du coup, la dernière étape de sa carrière, c'est ça, et où ça devient très compliqué, où il est en très mauvaise forme. Alors après, ça va mieux parce qu'il se fait opérer, je sais plus d'où. Ouais, mais c'est genre tous les ans après un match, il se fait opérer de quelque chose. Ouais, voilà, ça devient très compliqué. Après, il prend 9 mois de pause. Après, il fait 2 mois d'entraînement hyper intensif. Faut dire qu'à ce moment-là, il est devenu un part-timer. C'est-à-dire que Taker, je ne sais pas à partir de quand exactement, mais était plus quelqu'un qui apparaissait toutes les semaines. Mais en fait, il avait un match à WrestleMania tous les ans et c'est tout. À partir de WrestleMania 25, avec son premier match ultra iconique avec Shawn Michaels. Iconique. À cette période-là où il va avoir cette série de matchs avec Shawn Michaels, puis avec Triple H par la suite. Et c'est à ce moment-là qu'il devient vraiment part-timer. Parce que justement, il devient le mec qui ne revient qu'à WrestleMania pour délivrer le meilleur match de l'année avant qu'Okada et Omega ne débarquent dans le tableau, quoi. Enfin ouais, jusqu'au match avec Shawn Michaels, avec Edge et tout, il avait vraiment des très très bons matchs. Oui, même avant il en avait. Mais là c'était vraiment un autre niveau, quoi. C'était. Quand on pense au début de sa carrière, c'est assez dingue qu'il en soit arrivé à un moment où il avait des multi-contenders, donc le meilleur match de l'année. C'est assez dingue quand même. Est-ce qu'on a des choses même si on a fait, je pense, on a bien balayé la carrière du Fossoyeur. Est-ce qu'on a d'autres éléments notables, sachant que de toute façon on va parler aussi de la dimension off et ça va nous permettre probablement aussi de revenir à d'autres trucs très emblématiques, Michael ou Félix? Non, juste peut-être que ce qui est assez notable, c'est quand même qu'il a donc tu parlais du match contre Shawn Michaels. Il met quand même fin à la carrière de Shawn Michaels. Oui. Une première fois involontairement, on peut dire c'est marrant, alors je crois pas me tromper sur mon anecdote, une première fois involontairement et une deuxième fois volontairement, parce qu'en fait je crois que Shawn Michaels a eu un arrêt de 5 ans, 4 ans dans son catch, parce qu'il a été blessé au dos, et je crois bien que c'est parce que Taker l'avait balancé sur un cercueil. Alors c'est pas forcément à cause de Taker, c'est le bum qui fait... C'était un c'est pas une spot dans faute un match de Taker. C'était un spot, dans un match de Taker au Royal Rumble 98.
un match de cercueil et l'Undertaker le fait passer au-dessus de sa tête dans un move assez classique et il devait tomber à l'extérieur du ring, sauf que Shawn Michaels se tape le bas du dos contre le coin du cercueil et c'est ça qui va lui faire perdre son sourire. Ah, ça c'était avant, mais non, c'est quand il a dit qu'il partait justement. Ah non, c'est avant ça. Perte de sourire, repérez chez vous, laissez-nous des commentaires là-dessus. Et donc du coup par contre, après il a le dernier match de Shawn Michaels qui était un match donc je sais plus ce que c'était que l'intitulé du match, mais c'était un match où... Match de championnat. Ouais, c'est un championnat, mais c'était censé la carrière était en jeu. Non. Pas de carrière en jeu, non. Je crois, non. Moi je m'en souviens pas. Ouais, j'ai pas souvenir d'un match qui remet la carrière en jeu. Quand Shawn Michaels a eu son dernier match, c'était parce que c'était censé être son dernier match. Ah, tu parles de WrestleMania 26, pardon. Je parle de ça. Pardon. Oui. Donc là, oui, l'intitulé du match c'était, je sais plus si Taker avait aussi un truc en jeu. Il avait dit si je n'arrive pas à te battre, alors c'est pas la peine que je continue. Voilà. Et c'est beau. Et donc du coup, ça c'est considéré comme un des meilleurs matchs de tous les temps aussi. Et puis c'est un match qui n'est pas pour le titre là pour le coup et qui a été main event de WrestleMania, ce qui est assez pas anodin du tout en fait, parce que même si le titre de championnat ou championnat du monde à la WWE a perdu beaucoup d'importance, à l'époque c'est toujours ça qui finissait un show quoi, ou presque. À part si tu t'appelles Hulk Hogan et que tu fais un caprice. Bon, en tout cas, moi je me souviens, parce que ça peut faire un liant sur la dernière partie qu'on va dédier à l'Undertaker, c'est que, si je dis pas de bêtises, on a eu de longues images et de longs plans avec lui et Triple H et Shawn Michaels, justement, à l'issue de ce match, si je ne me trompe pas. Non, c'est 2 ans après, c'est Triple H contre Undertaker, Hell in a Cell, WrestleMania 28 et Shawn Michaels en arbitre. Mais avant, ils s'étaient pas déjà rassemblés sur le 26, c'était au 28. C'est à ce moment-là, à la sortie du ring, où tu as l'image iconique des trois. Oui. Mais ça me revient maintenant que tu le dis, parce qu'il était effectivement arbitre sur le match et voilà. Bref, donc en tout cas, le personnage est aussi un peu, peut-être pas un chaînon manquant, mais en tout cas un croisement de générations. Et puis, on va commencer à vous parler de l'Undertaker en off entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui se passe pas lorsqu'il catch. On a beaucoup parlé de la stride qui est et a été pour je pense tous les fans de catch qui nous écoutent ou ailleurs une source d'éléments qui est venu confirmer des petites intuitions ça et là et voilà, on peut partir de là. Félix, toi tu avais noté un point assez emblématique, tu l'avais un peu surnommé le parrain quoi de la WWE, le Don Taker du catch. Ça fait un paquet d'années que même si ça n'a jamais vraiment été dit jusque-là, jusqu'avant Last Ride, on sait que l'Undertaker c'est le pilier des vestiaires, c'est la personne la plus respectée des vestiaires, en tout cas quand il était encore à plein temps à l'époque. Et alors que le bateau craque. Non, c'est le cercueil. Il arrive. C'est l'ambiance. Il va me remettre. On vous a travaillé. Voilà. Et on sait que c'est celui qui règle les affaires des vestiaires. Si si Catcher A a un problème avec Catcher B parce que Catcher B l'a traité de gros connard qui pue des fesses, pour reprendre une expression de mon neveu, le connard en moins. Le catcher A va venir se plaindre à l'Undertaker et va dire c'est toi qui vas régler cette histoire et l'Undertaker va jouer le rôle de juge. Il va tenir un vrai tribunal dans les vestiaires avec des jurés, lui en juge. En robe. Je sais pas s'il était en robe, ça m'étonnerait, mais peut-être avec une perruque. Et qui réglait ces affaires-là et qui disait ok, on a déterminé que catcher A il avait raison, donc catcher B t'as telle punition, tu vas devoir lui porter ses bagages pendant tant de mois. Est-ce qu'il avait un marteau? Il a emprunté à Triple H. Peut-être que ça vient de là cette idée. Et donc il y a ça, et puis dans les vestiaires aussi, je pense que c'est autour des années 90 encore une fois quand il était cette dernière grosse star que la WWE avait encore entre les pattes et le dernier entre les mains plutôt entre les pattes, ouais. Le dernier carcan de cette vieille époque de catcheurs respectueux et tout ça, parce que à l'époque où l'Undertaker a justement ce dernier carcan là, il y a des types comme Shawn Michaels qui prennent le relais et qui sont complètement impétueux, imbus d'eux-mêmes.
très capricieux, qui essayent d'être dans leur petit groupe de potes et de mettre en avant que leur petit groupe de potes. Donc c'est la clique. Et l'Undertaker, lui, il est plus avec d'autres gars, on va dire entre guillemets dur à cuire. Oui, j'allais y un venir, peu plus discret. Ouais. Mais quand même, il a même un tatouage sur son ventre où il y a écrit BSK. Alors, je me rappelle plus ce que ça signifie en initial. À la fin, c'est crew. Mais c'est un signe de ralliement pour un même groupe de catcheurs qui était contre, entre guillemets, dans les vestiaires, la clique qui faisait le balancier avec cette clique un peu élitiste qui essayait d'être rassembleur. Il y avait l'Undertaker, il y avait Yokozuna, il y avait des catcheurs comme The Godfather, etc. C'était déjà pris, on aurait dû lui dire. Et il faisait le balancier. Par exemple, quand il y a eu l'épisode du Montreal Screwjob en 97 avec Bret Hart, c'est lui le premier à rester dans les vestiaires avec Bret Hart en soutien pour ce qui s'est passé, cette arnaque qu'il a subi des mains de Vince McMahon en direct en pay-per-view, et à dire t'inquiète pas, je vais régler le problème. Et c'est le premier à aller chercher Vince McMahon de son coin où il s'était caché, à le ramener dans les vestiaires et à lui dire tu règles le problème avec Bret qui est encore dans les douches, quoi. C'est Pascal le grand frère. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mais oui, t'as souligné, c'est très bien aussi sa propre clique à lui, qui est emblématique. On pourrait peut-être même se demander si inconsciemment ça n'a pas été une influence pour D-Generation un peu plus tard et leur crew à eux. Et qu'est-ce qu'on a d'autre de notable aussi sur l'Undertaker en off qui le caractérise? Alors bon, c'est déjà pas mal, le mec est une sommité, c'est le type qui dit qui c'est qui rentre, qui c'est qui rentre pas, qui porte les sacs ou pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre Il y a le côté aussi, on le voit un peu plus dans Last Ride parce qu'on peut pas forcément le savoir avant, même si on suit toute sa carrière, on voit quand même que c'est pas un mec forcément très égocentrique et qu'il arrive à mettre en avant des jeunes pousses sans trop de problèmes. Et au contraire, ça a l'air de lui plaire, mais comme on le voit dans le Last Ride, il y a plusieurs témoignages, bon très bref, mais on voit que au contraire, ça le gêne pas d'être en difficulté apparente à l'écran face à un catcheur qui vient de débuter, ou comme Randy Orton dans le dernier épisode, il en parle par exemple de The Last Ride. Il y a Jeff Hardy, enfin il y a plein d'exemples comme ça où on voit que l'Undertaker il se met en... qui avait un peu choqué les gens à l'époque, c'est que quand il avait une rivalité contre Mr. Kennedy, que j'aimais bien, Kennedy. Il a quand même laissé Kennedy lui faire un pile driver. Ce qui n'a pas dû plaire à Vince McMahon à mon avis. Et il l'avait laissé parce qu'il aimait bien Kennedy et que Kennedy était un heel vachement bien à l'époque. Et donc il lui avait dit bon bah vas-y Coco. Fais-moi un Pile Rider. Texto. Et c'est pas. En plus le Pile Rider, normalement on n'a pas le droit de le faire quand on n'est pas. Parce que c'est ça aussi un Taker, c'est un finisher qu'il est le seul à avoir le droit de faire à la WWE. Et que normalement les finishers de ce type-là, donc un Pile Driver, pour ceux qui n'ont jamais vu Taker, qui nous écoutent, et qui sont allés jusque-là sans le savoir. Ça commence comme un 69, mais ça se termine différemment. Je sais pas, ça fait un peu plus mal au sommet de la tête, on va dire. Voilà. Mais voilà. On prend la personne à l'envers, on le fait vers le poirier, et on la lâche tout en sachant. Vous n'êtes pas. Non mais c'est ce que j'allais dire. Vous n'êtes pas idiot. C'est les genoux qui prennent. Pour le coup, en plus, Taker. Alors, bonne question. Pierre Tchernien. Oui. Est-ce que Taker a déjà blessé quelqu'un avec son pile driver? Michel McCall, mais c'était dans le privé. Là, comme ça, je dirais non. Parce qu'il y a eu des épisodes avec des tombstone pile drivers qui ont blessé des catcheurs. On pense par exemple à Owen Hart avec Steve Austin, avec Masahiro Chono à la New Japan. Il y a plusieurs exemples, mais je crois que l'Undertaker n'a jamais blessé quelqu'un, en tout cas avec son tombstone. Prends-en de la graine, Nigel La Jax. technique n'est pas si complexe, puisqu'il suffit de s'assurer que la tête de la personne est au-dessus des genoux, en fait. Et d'avoir des bons genoux. On tombe sur les genoux. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, ça tombe bien aussi, parce que tu as rappelé une prise vraiment emblématique. Question toute bête, est-ce que le old school, c'est une signature Taker aussi, ou est-ce que ça existait déjà? Non, il le pratiquait déjà à la WCW. Autant pour moi, d'accord. Qui consiste à marcher sur la corde. Sur la troisième corde, puis à rebondir. Oui, parce que sur la première corde, c'est naze, quoi. Qu'il a fait encore il n'y a pas longtemps. Moi, c'est toujours très flippant quand il le fait, parce que pour le coup, c'est le genre de coup, si on le rate, on a l'air con quand même. Oui. Ouais. Surtout quand on est Taker, quoi. Ça le ferait pas trop.
C'est ça. Mais voilà, pardon. Donc j'ai fait une toute petite digression par rapport à ça. Gression, merci. Et ça nous ramène donc à l'exemple que nous donnait Michael. Donc à ce niveau-là, donc le fait qu'il n'hésitait pas aussi en off et en in à soutenir les jeunes pousses. J'en ai parlé justement à la blague, mais est-ce qu'il y a des éléments notables sur sa vie, je dirais purement privé, c'est-à-dire notamment le fait qu'il ait été en union pendant un paquet d'années avec Michel Macoul, enfin on n'est pas en mode tabloïd, mais il a eu d'autres femmes, j'imagine, mais en tout cas il y en a une qui a vraiment eu un impact sur sa carrière, qui s'appelle Sarah, je crois. Il avait même un tatouage sur son cou avec son nom qu'il a depuis masqué. Donné à Cody Rhodes. Qu'il a depuis masqué. Et elle était intervenue dans une storyline en 2001, je crois, quand l'arc de l'invasion des stars de la WCW, le CW, débarque. Il y a un catcheur qui s'appelle DDP, qu'on connaît maintenant grâce à son club de yoga, qui arrive en tant que stalker. Et il stalk qui ? La femme de l'Undertaker, parce que de ses propres mots, il veut devenir famous, et donc il veut s'attaquer directement à l'Undertaker. Donc c'est la première fois que la vie privée de l'Undertaker transparaît à l'écran. C'est un truc maintenant qu'on connaît bien. C'était sa vraie femme ou c'était un personnage fictif ? C'était sa vraie femme. La vraie Sarah a participé à cette storyline qui a duré quelques mois et qui a fini par DDP qui se fait laminer par l'Undertaker. Un peu comme ce qu'on a vu avec AJ Styles au Boneyard Match, parce que c'est un peu le même genre finalement. Et c'est intéressant de constater que d'ailleurs par rapport à la vie privée de Taker et à la relation entre le catch et sa vie privée, toute l'orientation de la storyline avec AJ Styles, donc, qui au final était la dernière feud, la rivalité de Taker et son dernier match, qui est parti donc sur un site très réaliste où il a nommé sa femme, où il a dit des choses sur Taker qui utilisait les réseaux sociaux et tout ça. C'était un peu... Alors, la plupart des gens disent que c'était un peu la première fois. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais c'était un peu la première fois que... Il a aussi cité Mark Calloway, qui est le vrai nom de Taker. C'était la première fois qu'un adversaire de Taker utilisait un peu sa vraie vie pour lui rentrer dedans. Et du coup... Alors, moi, je trouve que c'est pas si vrai dans le sens où je suis à peu près sûr de me souvenir que ça fait quelques années que toute la rivalité contre Taker, même si ça n'a pas été jusqu'à là, le ton était toujours de dire oui, en fait, la mystique de Taker n'existe plus, il fait plus peur, c'est un petit vieux. Enfin, quelque part, c'était déjà un peu l'esprit depuis un moment. Oui, de plusieurs choses. Et puis même, là, j'y repense maintenant, en fait, mais c'est Last Ride qui remet tout en perspective. Mais quand Shane McMahon revient pour WrestleMania 32 et qu'il dit à l'Undertaker qu'il est la bitch de Vince McMahon pour lancer la storyline, mine de rien, en fait, à la lecture de The Last Ride, c'est aussi un truc de vie réelle, quoi. Ouais. Donc oui, en fait, ça et là, il y a quand même une perméabilité, quoi. Alors que le personnage est vachement gimmické, quoi. Oui. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est intéressant de se dire aussi que, alors moi, ça m'a pas mal plu parce que je me souviens de cette promo, mais en fait, la promo qu'il fait au début de la rivalité avec Eddie Styles, quand il lui répond justement, il mélange ces trois personnages. Il mélange le personnage de Taker, le personnage de Calloway et le personnage du Ryder. Et du Ryder. Et en fait, ça fonctionne vachement bien en fait. Et c'est un peu la dernière évolution. C'est un petit peu comme la dernière forme de Cell dans Dragon Ball Z. Quoi. Je veux dire, c'est un peu la dernière évolution de Taker, quoi. Ou de Freezer. C'est presque dommage que ce soit pas arrivé plus tôt en fait. Ce petit mélange, c'était vachement bien. Ouais. Ça dépend des chapelles. Oui, surtout que moi j'ai l'impression que l'Undertaker il est mort bien avant en fait. Là c'est Mark Calloway qui prend sa retraite, mais l'Undertaker. Comme dans le sixième sens. Ça veut dire qu'on a vu des morts depuis le début. Où était Eddie Guerrero? Bon, d'accord. Non. Mais pas touche à Eddie. Too soon. Too soon quand même. Toi, tu vas te perturber avec ton tout son. Mais non, pour moi, l'Undertaker, il est mort en 2017 après sa défaite contre Roman Reigns. Ça aurait dû. Où déjà le masque est catastrophique.
Et en plus, à la fin, ou sur un coup de tête, on a l'impression peut-être que apparemment c'était prévu. Il a l'air de dire dans peut-être que c'est préparé, mais c'était censé, parce que ça on l'a pas dit, mais c'était censé être son dernier match déjà. Peut-être qu'il y avait un brin d'hésitation. Et en fait, parce qu'en fait, toute la fin de la carrière de Taker, ce qu'on voit dans The Last Ride, c'est que, en gros, il voulait arrêter, mais il voulait une storybook ending, c'est-à-dire une fin de conte de fées, on va dire, ou de livre. De l'illustration, c'est-à-dire qu'il voulait terminer sur il voulait terminer sur un bon match, une grande performance. Il s'est avancé dans un truc un peu horrible, star, où en fait il avait plus la santé, il avait plus l'habitude ni rien, et que il continuait à faire des matchs. C'est comme quand on est au casino et qu'on perd et on veut pas arrêter parce qu'on veut pas partir sur une défaite. Donc on continue jusqu'à ce qu'on ait plus d'argent. Bah Taker en fait continuait à faire des choses de pire en pire parce qu'il voulait terminer sur un bon match. Et heureusement pour lui que le Boneyard match, c'était un match un peu particulier et a été vu comme une grosse réussite quand même. Donc du coup il a pu rester en paix. Oui, parce que quand même à la fin de ce match contre Roman Reigns, faut rappeler qu'il enlève, et c'est ce qui a donné le premier épisode du podcast, il me semble, en plus. J'allais y venir, c'est beau. Donc c'est bouclé. Les jeunes ont détrôné. Jérôme saluera cette remarque, j'imagine. Mais il met ses gants de boxe, ses moufles de boxe, ses mitaines, son chapeau et son long manteau de cuir au centre du ring en symbole d'abandon. Edith Piaf. D'abandon d'une gimmick, en fait. C'est vraiment, ça suffit, je m'arrête là. Bon, après, justement, ça pourra peut-être faire la passerelle avec ce qu'on va dire ensuite sur sa relation avec Vince McMahon, mais ce qu'il fera après n'aura l'air que forcé, en fait. Parce que lui-même, à l'écran, nous dit c'est fini, et pourtant il revient quand même. Alors c'est un truc de catcheur, mais l'Undertaker c'est particulier, quoi. Moi je me souviens bien quand même que quand il a fait ça, on n'avait pas, moi j'avais eu du mal. Tout le monde se disait, mais c'est pas, c'est vraiment fini. Comme on ne l'avait pas dit clairement, c'est comme dans un film quand on voit pas le cadavre de la personne, c'est qu'elle est pas morte. Ouais. Donc tout le monde, je pense pas que les gens étaient surpris qu'il soit revenu après. C'était pas je sais pas si j'ai été surpris. Mais en tout cas, pour moi, c'était fini, quoi. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit déjà après le match horrible Alors, ceci dit, en effet, ça aurait été horrible de terminer là-dessus. C'est ça le problème. Il pouvait pas terminer là-dessus. Oui, mais il y avait plus rien à faire après, quoi. Mine de rien, il en est arrivé au Boneyard, donc il a arrangé sa fin. Ouais. Non, mais la question c'est pire que ça. C'est un ouais, tu vois. Si la question c'est quand est-ce qu'il aurait dû arrêter, c'est pas du tout Major Roman Reigns qui a dû arrêter. Il aurait dû arrêter. Ah bah oui, mais ça. Après avoir été vaincu par Brock Lesnar à WrestleMania, c'est là qu'il aurait dû arrêter. Ça, c'était parfait. Mais c'est là où c'est intéressant de voir que par exemple les Japonais en termes de dernier match de carrière, enfin je dis les Japonais, je pense surtout à la NJPW, j'ai pas une connaissance encore suffisamment encyclopédique là-dessus, gèrent ça plutôt bien. Et notamment le fait de perdre sur une défaite, le fait que ça soit quand même... Généralement, au Japon, ils essaient de pas faire en sorte que c'est le plus grand match de tous les temps pour finir sur une note hyper haute, mais au contraire, on va rassembler tous les gens qui ont marqué ta carrière. Voilà, c'est la comme puissance un dernier d'évocation, rassemblement, et puis soit tu gagnes parce que c'est beau, soit tu perds pour mettre en avant quelqu'un. quelqu'un. C'est un jubilé, en fait. Voilà, exactement. On l'a vu avec Jushin Thunder Liger il y a pas longtemps. Oui. Et puis moi je pensais surtout à Kenta Kobashi par exemple. Mais oui, c'est pareil, oui. Mais oui, voilà, c'est plus la puissance d'évocation, et c'est là où je trouve intéressant, pour pas dire troublant, que le match d'au revoir de Taker aussi, pour ceux qui ne savent pas, ce Boneyard match, donc c'est un match qu'on appelle Cinematic Universe, qui est un truc qui est encore un work in progress, on va dire, dans le monde du catch. On est en train de se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette forme de catch émergente, même s'il y a eu déjà certaines formes, mais pas aussi poussées que ce qui est en train de se jouer en ce moment. C'est un match en fait qui se tourne.
enfin j'allais dire se tourne pas dans les conditions du réel, à plusieurs prises, n'est pas réalisé d'une traite. Comme un film, voilà, comme son nom l'indique. Bon, ça peut arriver puisqu'on en a parlé aussi dans le match Edge Randy Orton récemment sur une émission, mais sur un live. Mais là vraiment il y a cette intention là de montage, de découpage qui est cinématique comme son nom l'indique. Donc ça nous ramène pour doucement continuer de partager les derniers éléments qui nous restent, et ils pourraient être encore nombreux, à cette relation évidemment avec Vince McMahon que Michael a déjà souligné, relation ô combien toxique du côté un petit peu mais tu peux pas faire ça, très très larmoyante, larmes de crocodile style, voilà, jusqu'à quel point est-ce que c'est caractéristique de cette je dirais de cette fin de carrière, quoi. Les deux en fait on s'en rend compte encore plus aujourd'hui, mais je pense que si on se contente de regarder la carrière du bonhomme, on peut aussi en déduire la même chose. En fait, ils sont de Vince McMahon, tu parles. Vince McMahon et l'Undertaker sont indissociables, et surtout Vince McMahon, c'est l'ombre de l'Undertaker, constamment derrière lui, constamment à déterminer ce que va être sa carrière. Parce que c'est pas comme si l'Undertaker c'est quelqu'un de très loyal, très fidèle. Il y a un côté très sudiste dans sa personnalité, en bien ou en mal. Mais vraiment en cow-boy, aller à fond jusqu'au bout, garder sa parole, etc. Et Vince McMahon, je pense qu'il a su en profiter, parce que l'Undertaker, c'est pas comme s'il a jamais au moins voulu d'aller travailler ailleurs. Dans les années 90, il a eu des offres de la WCW, il s'est posé la question. En 2019, on l'a appelé pour une convention de fans qui s'appelle Starrcast, qui est associée au show de l'AEW, au pay-per-view, pardon. Et il avait dit oui, et c'est que parce que Vince McMahon lui dit que lui considère ça comme une trahison, qu'il s'en dégage de cette participation. Alors que c'est même pas un show, alors que ça remet même pas en cause son contrat, le lien à la WWE. Ouais. Donc depuis des années c'est comme ça en fait. Je sais pas ce que t'en penses toi, Michael, mais oui, depuis des années. Là on a bien vu dans The Thread le côté extrêmement... Il y a un côté un peu mini-net en fait chez Taker, c'est marrant. Enfin on dirait presque... complètement. Ça me fait penser à je sais pas, à oui, il a un personnage romantique, quoi. Mais midi-net manipulé pour le midi-net manipulé qui n'arrive pas à quitter son horrible mari qui la bat tout le temps. Enfin bon, là c'est pas parce qu'il le traite bien. Ouais, mais même sans l'identifier comme ça à un couple, c'est un personnage vraiment romantique jusqu'au bout, c'est-à-dire dévoué, comme tu disais. Je pense que justement là où désolé. Non, je t'en prie. Là où je trouve que justement ça fait très relation, c'est que on a l'impression que le Taker, qui était du jeune débutant, à qui on avait dit, c'est là que je trouve que ça fait très très premier amour, c'est que le Taker qui était débutant, à qui on avait dit tu feras pas carrière parce que tu sers à rien. D'accord. Quelque part, les yeux de Vince McMahon se sont posés sur lui et en ont fait un joyeur. Et il peut pas quelque chose en moi, voilà, qui a révélé ma vraie nature. Et il peut pas il peut pas oublier ça, quoi, en fait. Il pourra jamais oublier ça. Oui, d'accord. Il le dit quand justement l'anecdote dont tu parles, quand il a voulu faire des dédicaces dans un truc et qu'en fait c'était un peu un truc à la concurrence, et que Vince McMahon lui a quand même, alors justement c'est l'aspect du Vince McMahon lui a quand même fait la gueule pendant plusieurs semaines apparemment, voire plusieurs mois après ça, parce qu'il a vu ça comme une trahison. Donc c'est là qu'il y a un côté quand même un petit peu toxique et tout. Et lui il dit Taker qui fait plein de grimaces en plus quand il parle, il est assez rigolo. Il dit genre mais non, mais enfin il lui disait au téléphone non mais qu'est-ce que j'irais foutre ailleurs, quoi. Moi je vais jamais partir, c'est la WWE, c'est ma vie, enfin voilà, je me pose même pas la question, enfin voilà. T'enlèves WWE et le nom de Vince, t'as l'impression qu'il parle avec son épouse, quoi, tu vois. Ouais. Oui, d'accord, je vois un petit peu mieux effectivement l'analogie. Pareil, un micro ouvert si vous avez à rajouter. Sinon, moi j'allais terminer sur une toute dernière question qui était qu'est-ce qu'on retiendra la nuit de l'Undertaker
On a commencé par le premier contact. Qu'est-ce que ouais. Moi, c'est trop. C'est trop frais. Je sais pas si. Ouais, c'est peut-être trop frais, mais c'est tellement. Ça va être bateau de dire ça, mais il signifie tellement pour moi en tant que fan de catch, et même un peu plus peut-être, que ce serait tellement réducteur de répondre à cette question en quelques phrases que je saurais pas quoi dire en fait. Alors je vais faire plus simple pour toi, tu as droit à une question alternative. Qu'est-ce qu'à ton avis, ça me dit un truc. Qu'est-ce qu'à ton avis il représente? Qu'est-ce que les gens en retiendront? On va faire un truc encore plus précis. Qu'est-ce que les gens qui sont pas forcément aussi assidus que des gros fans de catch, comme les gens qui nous écoutent, certaines personnes qui nous écoutent ou nous retiendront? Genre tu vois une accroche de médias généralistes, c'était l'Undertaker. Déjà, Michael est plus inspiré. Gimmick, c'est clair que moi, il y a tout, comme il y a eu en France, pour parler de la France, où il n'y a pas une culture de catch énorme, on va dire, dans le grand public. Moi, souvent, quand je parle à des gens du catch et qu'ils ont vu en gros le catch quand ça passait sur Canal+, quand ils étaient ados, quand ils ont mon âge à peu près, ils me disent ah oui, je me souviens, il y avait Undertaker. Enfin, Undertaker, c'est le seul souvenir de catch de beaucoup de gens en fait déjà. Oui. Et c'est un gimmick qui est presque plus grand que le catch quoi. C'est un gimmick qui restera, qui n'est pas que le truc qui a imprimé, qui a imprimé presque la culture générale. Même s'il a probablement aux États-Unis, ce serait intéressant de se demander s'il a imprimé autant qu'André le Géant ou que Ric Flair. En fait. Mais pour moi, je dirais que c'est le dernier gars dans le catch qui, je vais peut-être exagérer en disant ça, mais qui continue à te faire croire à quelque chose. Alors, c'est pas en mode je crois que le catch est réel ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Mais quand il arrive, quand il est là, quand tu sais que tu as l'Undertaker devant toi dans un match ou en live, enfin dans un match à la télé ou en live, tu peux te permettre de réveiller l'enfant qui est en toi, l'enfant innocent, pas crédible, mais crédule, naïf, émerveillé par nature, et vraiment te concentrer sur cette expérience-là, encore une fois, cette rencontre-là avec le personnage. C'est-à-dire que c'est pas un personnage hyper développé, etc. Il a son passif, il a ses nuances, mais c'est pas, justement, c'est pas Don Corleone dans Le Parrain, quoi. Mais quand il est là, tu peux te permettre d'être complètement sincère et honnête avec tes émotions, même juste internes, avec toi-même. Parce que le gars est tellement une figure complètement mystique, complètement à part, avec une aura tellement magnétique, que c'est impossible d'être impassible devant ça, même intérieurement. Pour moi, c'est ça. Et peut-être que c'est pour ça que ça a autant marqué parce que bon, il y a un côté très image, il est photogénique, il est télégénique, mais pour ceux qui l'ont vu plusieurs fois, il y a toujours quelque chose qui reste. Quelqu'un qui a vu du catch pendant plusieurs années où il y avait l'Undertaker de manière constante, il va pas l'oublier parce qu'à chaque fois qu'il était là, il s'en souvient, quoi. Bah écoute, moi j'avais un mot à l'esprit que tu as énormément développé, c'est le terme magie. C'est magie pour nous avec le regard extérieur, l'analyse du catch, l'expérience des années faisant, mais aussi pour quelqu'un qui, en plein milieu de soirée, tombe sur un show, que ce soit à l'époque ou récemment sur une rétrospective, et se dit « Ah ouais, c'est le mec là !» avec cette dimension complètement identifiable, et où finalement, mine de rien, ces matchs, alors je dis pas qu'il y a rien à jeter, faut pas charrier, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose à attraper au vol, ne serait-ce que, comme tu disais, par son aura et par la magie qui est représentée. Voilà, donc chapeau bas à l'Undertaker, longue vie, on va dire, pour sa suite de carrière, et Michael qui voulait lui je voulais pas du coup rajouter une conclusion, mais non, mais oui, juste plus d'un point de vue plus pragmatique que par rapport à ce qu'il a pu apporter au catch. On pourrait considérer tout simplement que le catch moderne c'est un peu défini avec WrestleMania 3 avec André le Géant contre Hulk Hogan, et on peut aussi considérer que s'il y a un deuxième gros truc, probablement que Taker
peut représenter en tout cas, même s'il a peut-être pas été le seul élément de ça, la façon dont le catch a pu se moderniser et ne pas être ringard. Et quand on le voit, nous tous étant gamins, on aurait pu trouver ce catch ringard et puis on a vu Taker et on a trouvé ça cool. Et il a pu faire ça pour tout un marché en fait, pour toute une génération et tout. Donc le Taker fait partie intégrante du catch. Peut-être que le catch n'existerait plus s'il n'y avait pas Taker, on ne sait pas quoi. Je veux dire, enfin, le Taker a vraiment fait partie, même dans la conception de Taker, de ce que le catch est devenu au cours des 25-30 dernières années, quoi. Vous pouvez d'ailleurs, à ce niveau-là, ça sera assez drôle si vous le souhaitez, si vous en avez l'envie, la patience. On a réalisé 2 émissions, une qu'a déjà cité Félix, qui est la toute première du Catch à Cast sur qu'est-ce que c'est que la notion de retraite dans le catch. Donc ça vous en dit long, c'est assez drôle d'enregistrer ça aujourd'hui, à la fin d'un cycle. Et la deuxième sur la question du fantastique, et on se posait un peu la question, est-ce qu'il y aurait finalement des suiveurs à Undertaker? Spoiler, non. Pas en tout cas de la manière dont on l'imaginait. Et je crois que c'est une belle manière de prolonger et de résumer ce que vient de dire Michael. Messieurs, un très grand merci. On rappelle à nos chers auditeurs, et je le rappellerai encore à la toute fin, que vous pouvez nous retrouver sur les internets maintenant de manière avec des sites dédiés. Alors initialement, la maison mère, ça reste Death Podcast évidemment. Vous avez tout de toute façon dans les billets de publication, et puis il y aura sûrement une publication en format vidéo aussi. Également, donc maintenant, le Catch à Cast, comme ça se prononce, c'est dur à dire mais c'est facile à écrire. C'est donc Catch et Acast. Voilà, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de E à la fin, il n'y a rien de planqué. Et vous nous retrouvez sur Twitter, Instagram, Facebook et aussi sur des lives toutes les semaines. Ça fait drôle de le dire dans un podcast maintenant et non pas dans un live, sur le Catch à Cast live tous les vendredis à 20h. J'ai fait le tour de ce côté-là. Parole à vous, on n'est plus à distance, ça fait marrant ça aussi, pour faire votre instant vie, votre œuvre et actualité. Je ne sais pas lequel d'entre vous deux veut commencer. Il y a un micro qui se dresse vers, ça va être moi, Félix. Toujours des articles de catch, ça reprend un peu mieux là. J'ai déjà re-signé un article sur le sang dans le catch. Décidément, ça m'a toujours suivi depuis cette première anecdote de l'Undertaker and Mankind. Sur l'exceptioncatchesque.wordpress.com et toujours des critiques de cinéma en veux-tu en voilà sur critique au pluriel de merde.wordpress.com. On a notamment signé une critique sur la saga Die Hard qui est plutôt comment dire, lisez-la, voilà. Ça c'est de l'argument, ça c'est de la vente. Et puis sinon pour le reste sur Twitter @PHELYKS_G. Et comme il est modeste, il ne vous dira pas qu'il est également journaliste critique chez Journal du Geek, dont vous pouvez lire très régulièrement. Effectivement, c'est sa prose. Où il interview des stars, hein, des stars, s'il vous plaît. The Rock. Ouais. Excusez du peu, et Jacques Black. Avec ses œufs de poisson là. Pardon, monsieur Félix. Michael, pour ta part. Donc moi, toujours comme d'habitude, des posters inspirés de jeux vidéo toutes les semaines. On peut me trouver à Torioto sur Instagram, Twitter, Facebook. Sur Orioto, parce que dis vite à Torioto, ce serait bête de louper ça. Orioto, O-R-I-O-T-O. Donc et voilà, et je fais un jeu sur Dreams, qui est donc un logiciel de création sur PS4, et je fais un jeu de plateforme très mignon avec une histoire très triste qui sortira normalement dans 1 ou 2 mois peut-être. Voilà. Très très bien. Sinon pour moi ça reste ma vie, mon âme, le Death Podcast, hein, vous retrouvez tout ça, vous avez les lives assez réguliers en général, en plus des copains du Catch à Cast, il y a au moins entre 1 à 2 rendez-vous par semaine sur le Twitch, donc twitch.tv/deathpodcast. Voilà, vous cherchez un tout petit peu sur internet, vous n'aurez pas beaucoup de mal à trouver un Death Podcast, DEEZ, podcast tout attaché avec un S à la fin. Voilà, merci à toutes et à tous, et le Catch à Cast, on vous le redit une dernière fois, maintenant sur tous vos réseaux avec des Twitter, Facebook, Instagram et chaîne YouTube dédiées. N'hésitez pas à vous abonner, à nous dire ce que vous pensez des émissions à partager, c'est un peu le nerf de la guerre, et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao. You can hang on.
Retrouvez KatchaCast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom. Snuka, Jake Roberts, Gonzalez, Bundy, Diesel, Psychosid, Kane, Big Boss Man, Triple H, Ric Flair, Big Show et A-Train, Kane à nouveau, Orton, Mark Henry, Batista, Edge, Shawn Michaels x2, Triple H x2, CM Punk, Lesnar, Wyatt, Shane McMahon, The Big Dogs, John Cena et AJ Styles.